vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier, Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Après l'échec cuisant du projet de loi portant révision de la Constitution en République du Bénin, la proposition de loi portant modification du code électoral a connu un large succès à l'Assemblée nationale. Eh bien, les députés de la 9e de la majorité présidentielle ont dicté la loi ce 5 mars 2024, apportant ainsi plusieurs modifications au code électoral. Des modifications, oui, qui changent pratiquement la donne et qui écartent plus ou moins et qui frustrent d'ailleurs, j'allais dire, l'opposition qui crie déjà à l'exclusion. Modification du code électoral et implications et ses implications pour les présidentielles de 2026. On en parle dans cette émission La Position de ce jour avec Gildas Agboton. Il est analyste politologue. Gildas Agboton, bonsoir. Et bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans nos locaux aujourd'hui. Le plaisir partagé. Alors, comme je le disais, modification du code électoral, les députés de la 9e législature l'ont finalement fait. Ils l'ont fait en respectant ou en se conformant à la décision DCC 01 du 4 janvier 2024. C'est clair que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Et la Cour a bien, même si c'est une invite aux députés, c'est plus ou moins aussi une injonction au Parlement de pouvoir corriger les mal-donnes dans le code électoral, afin que le code puisse arrimer à la Constitution. Donc c'est ce qui a été fait, je ne dirais pas que c'est ce qui a été fait le 5 passé, mais c'est ce qui a été demandé aux députés. Bon, maintenant, on a constaté plus ou moins qu'ils sont allés en deçà. En deçà, c'est-à-dire un peu, c'est pour dire qu'ils ont fait plus que ce qui a été demandé. Mais bon, maintenant, c'est aussi de voir est-ce qu'ils ont cette prérogative-là d'agir, de faire, d'amender tel que ça a été fait. De telle façon, la loi qui a été votée elle sera soumise à la conformité de la Constitution et la Cour, qui est l'organe arbitre de censure, dira son verdict. Et on en prendra, en son temps, on prendra hâte. D'accord. Et bien avant que la Cour nous donne son verdict par rapport à cette modification, dites-nous déjà, quelle projection faites-vous sur les élections de 2026 à la lumière de ces modifications apportées au code électoral? Effectivement, quand on suit bien ce qui s'est passé ces derniers moments
à l'Assemblée nationale, parce qu'avant la modification de ce code-là, il y a d'abord eu le rejet, tel que vous l'avez dit dans votre introduction, de la révision ou du projet ou la proposition qui a été soumise à l'Assemblée nationale sur la révision de la Constitution. Ça n'a pas pu passer. Maintenant, pour le code électoral, c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Oui. Donc, il faut déjà voir les différents tableaux sur lesquels la mouvance présidentielle est en train de jouer. Et ce qu'on peut dire à retenir et dire, c'est que la mouvance, ou du moins le chef, pour Patrice Talon, il a voulu quand même garder son avance sur l'opposition par rapport à 2026. De quelle manière? Justement parce que 2026, quoi qu'on dise, même si de façon normale, de façon constitutionnelle, on sait que au-delà de 2026, il n'est plus apte à encore briguer un second mandat. On sait quand même qu'on voit à travers les actes de Patrice Talon qu'il a des velléités de conserver le pouvoir pour son camp. Il ne l'a pas officiellement dit. De toute façon, il n'a pas besoin de le dire parce que c'est un acteur politique. Donc, l'acteur politique, il y a bien sûr ses propos, mais il y a aussi les actes. Et c'est beaucoup plus les actes, aux actes qu'il faut s'en tenir. C'est beaucoup plus ça qu'il faut s'en tenir pour pouvoir, bien sûr, décrypter tout ce qui est en train d'être fait et avoir une lecture plus ou moins convenable et précise de ce qu'il veut. Donc, c'est normal qu'il cherche à conserver le pouvoir pour son camp. D'ailleurs, les députés à l'Assemblée de la majorité, ils ne le cachent pas. Ils le disent, bon, très bien. Donc, si Patrice ne le dit pas et que ses soutiens à l'Assemblée, ses députés à l'Assemblée, ils le disent, donc on peut déjà considérer que c'est la position de la mouvance. Donc, et cette position, c'est qu'ils ont voulu la conserver. Maintenant, en la conservant, ce qui est un peu à déplorer ici, c'est que, de par leur position, qu'ils veuillent maintenant, par le cadre juridique qui permet d'organiser les élections là, et qui se permet donc de le manipuler simplement à leur avantage à eux, sans tenir compte des conséquences. Et c'est en cela que quand vous demandez la projection 2026, c'est un grand rendez-vous. Il s'agit là des élections générales, ce qui n'a jamais été encore le cas au Bénin. Et donc, nous aurons tout ce qui est intérêt est réuni pendant cette période-là. En 2026, en 2026. Dire, voilà. Donc, et quand je parle des intérêts, je parle de ceux-là qui vont aux élections communales, municipales. Je parle des députés, donc des élections législatives et présidentielles. Donc, rapidement, une parenthèse, de par le passé, quand il y a des élections, avec tout ce que même ça engendre déjà, il n'y a que de façon globale une seule catégorie d'intérêt, soit c'est celle de ceux qui vont, des députés, ceux qui sont sur les listes pour les élections législatives, soit c'est l'intérêt des candidats qui vont pour l'élection présidentielle. Mais maintenant, c'est que tout cela est réuni pour... en une seule année. C'est ça, en une seule année. Et pour ça, c'est normal que les gens cherchent, et chacun ou chaque parti déjà cherche à faire en sorte à avoir la majorité et gouverner. Mais là, c'est que cette réunion, c'est en même temps un risque pour nous. Parce qu'il y aura tellement de tensions, il y aura tellement... là où il y a des intérêts, c'est normal, hein, surtout des intérêts politiques, que cela, en même temps, ça implique que et des tensions ne soient pas trop loin de l'espace. Et donc, 2026, lorsque on se rend compte qu'il y a un seul camp qui cherche maintenant à écarter, à non seulement avoir cette avance-là, mais à faire en sorte que, même avant 2026, qu'il ait déjà la victoire, c'est que ça braque déjà. Les autres partis, les autres acteurs seront déjà braqués. Et ce qui fait que le risque deviendra certainement un danger réel pour nous en 2026. Et pour dire clairement que si de par le passé,
les tensions que nous avons vécues, je veux parler de 2019 et 2024 et 2021, sous le régime de la rupture, c'est qu'en 2024, en 2026, ça risque d'être plus forte. Sur quoi vous en termes de tension. Non, pour affirmer ça? Le code électoral aujourd'hui, qui a été voté là, c'est pas simplement que les gens ont voulu écorcer, c'est qu'ils ont voulu dramatiser. En quoi faisant? Je prends le taux, le seuil qui est passé de 10% à 20, je crois, à 15%. D'accord? Et je crois bien, ou à 20%. Parlons même de dramatiser, il y a certaines personnes qui pensent déjà que cette modification, ce n'est qu'une vengeance de la majorité présidentielle. Ce n'est qu'une réponse au refus, au rejet de la révision de la Constitution. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous vous inscrivez également dans cette ligne-là? Je ne m'inscris pas totalement dans cette ligne. C'est pas, selon moi, ce n'est pas une revanche. Tout à l'heure, je parlais des tableaux. De toute façon, c'était d'une certaine façon à lire, c'était déjà dans le projet ou dans la proposition, en tout cas au niveau dans le dessin de la majorité présidentielle, de renforcer les choses pour, comme on le dit là, écarter ou faire en sorte que la situation soit à leur avantage. Donc, ce n'est pas parce que les gens ont rejeté pour la proposition. Mais quand on prend par exemple les propos du député Arwan Vuebla, est-ce que vous ne pensez pas que les gens ont raison, plus ou moins, de penser la chose comme ça? Non, les propos de Arwan Vuebla, selon moi, il n'a fait que révéler ce qui était déjà préparé. C'était déjà je dirais, en préparation, ou c'était déjà, peut-être à leur niveau, déjà même fait, préparé et cuit. Et donc, ils attendaient certainement que la brèche soit ouverte du côté de la révision de la Constitution pour rapidement faire passer cela. Maintenant, comme la proposition, ça n'a pas été, et que ça a été un peu amer pour eux, peut-être sous le coup, il a parlé, les gens ont cru que c'est peut-être... non, c'est ça. Juste, ils se sont servis de la... ou du moins, Arwan Vuebla a voulu montrer, quand vous analysez bien ses propos, pour montrer que non, que c'est une erreur de la part de la carte politique de fait. Donc, pour cela, ils vont essayer de corser au niveau du code. Mais en réalité, c'était déjà fait. C'était ce qui était leur intention, leur dessein. Donc, c'est et que c'est quand ça a été la révision là, ça a été pour écouter qu'ils ils se sont repliés en réalité pour le faire. Non, il y a tout un plan qui est mis en œuvre pour pouvoir aller à 2026 parce que pour Patrice Talon, et il a dit lors d'une interview qu'il sera plus actif après 2026. Donc ça sous-entend que au-delà de 2026, qu'il est encore là en tant qu'un acteur principal de la scène politique au Bénin. Donc c'est des propos quand même qui sont forts et il n'y a pas à être autrement intelligent pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Quand il dit qu'il serait toujours actif, vous comprenez ça comment déjà? Non, mais et de toute façon, être actif, soit c'est que lui-même, il est encore là, d'accord? Ce qui se justifiait par le fait que si la révision, la brèche était ouverte, on allait comprendre par le contenu ou les propositions réelles qui, en tout cas, je voudrais dire, et la version finale de la Constitution qui allait sortir, on allait comprendre parce qu'il ne faut pas aussi être naïf et croire que c'est la première monture de la proposition de la Constitution qui était allée au Parlement, que c'est cette monture-là qui va sortir comme version finale. Une chose qui est sûre, si la première étape était franchie, vous verrez que par la suite, au moment maintenant même de l'étude, de la loi même, il y aurait eu des compléments, des choses qui vont modifier complètement le visage de la Constitution. Donc ça, c'était... Donc
Et c'est plus qu'évident quand même pour nous quand on suit la logique de la mouvance. Bon, maintenant, si ce n'est pas lui-même qui est encore là en tant que plein acteur principal, encore aux commandes, c'est que c'est forcément quelqu'un de son camp qui est là et qui lui fait totalement obédience. Et on sait que, comme cela se dit un peu partout au Bénin, même dans les rues, au marché, qu'il y a une volonté de garder le pouvoir sur une longue période. Je rappelle qu'il ne l'a pas officiellement dit. Il n'a pas dit, on va pas de toute façon, changer ne serait-ce qu'une virgule de la Constitution. De toute façon, avoir même cette volonté, on ne peut pas le lui dénier. Ça, c'est quelque part de son droit. Maintenant, ce que on peut reprocher, ce que nous déplorons, c'est les manières, la façon dont on veut s'y prendre pour pouvoir garder et faire les choses. C'est ça ce qui embête. Et ça, c'est plus que normal parce que les actes aujourd'hui qu'on est en train de poser, qui risquent de poser et qui risquent de nous entraîner dans la gadoue, dans des situations qu'on ne pouvait pas maîtriser en 2026, il faut déjà qu'en tant que citoyen, on le dénonce et qu'on attire l'attention des acteurs, de ceux qui sont là aujourd'hui. De toute façon, on a vu que depuis 2019, Patrice Talon, il est resté dans sa position de ça passe ou ça casse. Il est resté dans cette position où lui, quand le plan est mûri à son niveau, et quoi qu'il en soit, il faut l'imposer. Il revient maintenant aux acteurs politiques et beaucoup plus donc à la population, notamment à la population, maintenant de prendre aussi cette on va revenir à la modification du code électoral parce que c'est ça notre sujet aujourd'hui. Vous voyez, le taux de parrainage des candidats est passé à 20%. Selon vous, pourquoi? Est-ce qu'on en avait besoin? Justement, je crois que le taux de parrainage est passé à 15%. C'est ça qui est passé plutôt à 15%. Mais mieux que ça, il y a une autre condition qui a été ajoutée. Il y a une double condition là maintenant. Non seulement c'est passé à 15%, mais encore ils disent qu'il faut 3 cas de circonscription électorale. C'est-à-dire que même lorsque vous avez les 15% de parrains, pour le nombre qu'il faut, équivalent autour de 15%, si ça ne respecte pas, si vous n'avez pas, je crois, 3 cinquièmes des circonscriptions électorales, je crois que vous devez être autour de 14 à 15 circonscriptions par là. Donc, si sur les 24 circonscriptions électorales au Bénin, vous n'avez pas à avoir le nombre de parrains, c'est-à-dire répartis, de sorte à ce que ça couvre 14 circonscriptions électorales, c'est que non seulement vous aurez eu les 15 et même plus, mais votre candidature sera rejetée. Donc, ce n'est plus seulement les 10% qu'on créait, c'est maintenant, non seulement le taux a été relevé, mais en plus de ça, il y a une autre condition qui a été ajoutée à ce stade. Donc, ça va être une double condition. Donc, il y a déjà dans cela, on a maintenant essayé de stratifier encore en termes d'obstacles, oui, je dirais d'obstacles pour pouvoir éliminer des candidats. Donc on sait qu'avec ça, ça va être davantage. Donc c'est une façon de rétrécir. Les députés de la majorité affirment que cela répond à l'esprit du système partisan. Non, mais le système partisan aujourd'hui dont il parle, ce n'est que la volonté du chef de l'État de Patrice Talon. Vous revenez encore au chef de oui, l'État. C'est d'accord que ça revient toujours à lui. Le constat qui a été fait au Bénin, en déplorant les insuffisances de notre système partisan, ce constat n'a jamais dit qu'il faut restreindre l'espace politique. Il faut réduire forcément les acteurs politiques. Quelle est cette logique forcément qui veuille que ce soit que le jeu politique se fasse entre 2 ou 3 acteurs? Moi, je n'en vois pas. Il n'y en a pas. Écoutez, dans un espace de compétition, c'est de par votre qualité, c'est de par est-ce que vous valez, c'est par ce que vous apportez que vous arrivez à exister sur l'échiquier. Donc, Patrice Talon fait tout de sorte à ce que le jeu, ça se passe entre le seul parti d'opposition qui est
au Parlement là, et ces deux partis. Et c'est justement pour ça que déjà en 2018, il a pensé, et il a bien pensé certainement à créer les deux partis pour se dire, parce que si c'était... Avec un Parlement monocolore. Justement, parce que imaginez que c'était déjà, pour qu'il n'avait qu'un seul parti politique, qui se retrouvait dans la situation où on est, et qui avait même les démocrates, qui boycottaient. Parce que là maintenant, ça veut dire que lorsque vous n'avez pas, puisqu'on vient même nous dire que, en tant que député, vous ne pouvez que parrainer un candidat membre de votre parti politique, ou à moins que vous ayez des accords de gouvernance. Alors, on sait aujourd'hui quels partis au Bénin vont réellement se mettre ensemble pour avoir des accords de gouvernance. Donc, c'est en réalité, on veut amener les députés à ne recevoir d'autres que de leur chef de parti et pour ne soutenir que des candidats de leur parti et politique. Donc tout ça là, c'est des ingrédients, c'est des stratégies pour exclure. Mais Patrice Talon, excusez-moi, ou la majorité présidentielle, avec ce code électoral qui est voté avant-hier au Parlement, ce n'est pas seulement écarter l'opposition des joutes électorales de 2026, c'est qu'il a tout fait pour écarter également le peuple. C'est qu'il on fait tout pour arracher au peuple son droit de vote qui finalement n'a plus de sens. Le oui et le non reviennent à la même chose. Parce que finalement, ce qui va se passer, les candidats qui seront qui vont se présenter pour les élections présidentielles, et ça va être seulement des gens voulus par les partis politiques. Et on sait jusqu'à aujourd'hui que les partis politiques, ça demeure des clubs entre une certaine élite et des gens qui se connaissent d'un certain clan, et des gens qui ont d'une certaine façon aussi leurs affaires en commun, et qui, comment le peuple aujourd'hui, on ne va pas me dire que les partis tels qu'ils sont là aujourd'hui, qu'ils associent réellement les populations à la gestion même interne de leur parti politique, pour qu'on se dise que oui, déjà au niveau des partis politiques, c'est les populations qui auraient décidé que non, ça ne sera pas, ce n'est pas encore le cas, et ça ne sera pas le cas en 2026. Donc, et comme je le disais, on a non seulement il y a la volonté d'exclure pour l'opposition, mais il y a eu également cette volonté-là de ne pas permettre au peuple, aux populations, aux citoyens d'être réellement des électeurs de ceux-là qui décident dans une démocratie représentative comme la nôtre, et c'est très dangereux. Donc, je dirais même que c'est le dernier coup de sabot qu'on vient de donner à notre bonne démocratie. Et quand on va rentrer peut-être dans les détails, peut-être que le temps ne nous permettra pas ici, vous le comprendrez davantage. Donc c'est cela. Et c'est ce qui amène, pour le faire, il n'y a pas mille façons. Ce qui permet aux gens d'agir et de contrôler de cette façon, c'est ce qui a été fait de maîtriser le cadre juridique, de mettre en place des dispositions, des lois qui n'arrangent que leurs intérêts. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est bien dommage que nous en soyons là aujourd'hui. Et donc, ils sont les représentants du peuple, je vous rappelle. Oui, ils sont les représentants du peuple. Et la lecture qu'on fait de cela par rapport au rejet de la proposition sur la révision de la Constitution, ou de la prise en compte de la proposition sur la révision de la Constitution, c'est que les gens auraient pensé ou seraient en train de penser que non, il y a maintenant, de la part de certains députés de la majorité présidentielle, à vouloir se délier et prendre leur liberté. Mais oui, si on peut dire qu'à travers cet acte-là, ils ont voulu donner un écho au ressentiment, à ce que les populations disent, mais on a vu que pour le vote du code là,
pour la modification du code électoral, la majorité présidentielle est restée soudée parce que c'est quand même 79, ils sont 82, donc c'est quand même 79, d'accord, pour dire que ce code-là, que c'est ça qui va gouverner, qui va régir les élections de 2026. Et donc c'est plus que avec des ingrédients, avec des dispositions dramatiquement crisogènes, que ce que nous avons vécu en 2019. Des décisions chrysogènes, hein? Oui, alors bon, au-delà de tout ça, au-delà des doubles conditions qui frustrent certains d'ailleurs déjà, il y a quand même le fait que le quitus fiscal, même maintenu, la caution, elle est revue légèrement à la baisse. Alors pour vous, quelle chance l'opposition et les petits partis également ont de participer aux élections de 2026? Oui, mais c'est ce que nous disons. Au fait, ça n'a aucun sens. Les partis, la caution a été revue. Non, les partis politiques qui sont là aujourd'hui, qui sont à l'Assemblée, c'est que le code ne peut même plus à un nouveau parti politique créé, même si c'est ce parti-là qui a beaucoup plus l'onction populaire, c'est d'avoir un candidat pour compétir à ces bonnes élections-là. Ah bon? Ou du moins, non, le code en l'état, ça ne me permet pas. Parce que, imaginez un parti politique né en 2024, qui n'est pas encore au Parlement, qui n'arrive pas à avoir un accord de gouvernance avec les partis politiques au Parlement, c'est qu'il ne trouvera personne, même si c'est ce parti qui représentait à un moment donné pour les populations à plus de 70%, ce parti politique ne pourra pas avoir un candidat qui va compétir pour les élections de 2026. Donc, c'est clair, c'est déjà établi, c'est déjà voulu et comme ça. Bon, maintenant, pour ce que je suis en train de dire là, les populations, j'ai perdu le fil là rapidement. Oui, allez-y, voilà, allez-y, continuez simplement. Non, mais non, le code ne permet pas... en l'état, voilà, au parti, c'est ça, au parti. En l'état, que nous puissions avoir... De compétir, d'être à la hauteur. Un jeu sain, d'accord, et équilibré en 2026. Non, ça ne pourra pas... ça ne pourra pas être le cas. Mais puisque c'est la Cour constitutionnelle qui a demandé, est-ce qu'avec ces apports, avec ces contributions, avec ces modifications, est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle pourra amender la loi modifiée en l'état? Oui, moi, je le pense très bien. Hein. La Cour constitutionnelle, c'est vrai, comme au début je le disais, j'estime que c'est vrai, même si la Cour a, selon moi, pour ce que la Cour a dit, c'est peut-être de montrer la voie aux députés. Les députés n'ont pas l'obligation de se cantonner seulement à ce que la Cour a dit, ils peuvent aller. Mais maintenant, en voulant compléter, il faut quand même que le bon sens puisse guider, il faut quand même que ce soit quelque chose légalement, juridiquement accepté, ce qu'on doit mettre dedans. Donc, la Cour reviendra pour analyser, pour voir est-ce que le fait de relever le taux, les conditions qui ont été complétées là maintenant pour être candidat aux élections présidentielles et pour les élections législatives aussi, est-ce que vraiment c'est des conditions qui répondent à l'esprit de notre constitution? Donc la Cour nous dira, on est bien et on attend de voir. Mais pour ma part, c'est que en tant qu'arbitre du jeu politique au Bénin, la Cour doit quand même rassurer, et tout ce qui doit créer problème, dès maintenant, elle doit pouvoir supprimer, faire sortir tout ça du jeu pour que tout le monde soit à l'aise. Vous allez me permettre, l'idée là, rapidement, parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'écouler. On parlait de la caution qui est revenue à 25 millions. Voilà. Je disais que ça n'a aucun sens. Les partis politiques qui sont là maintenant, qui peuvent parrainer, desquels on peut avoir des candidats, c'est les partis politiques qui ont bénéficié du financement public. D'accord? Donc, ce n'est pas un parti qui va sortir de Est Bonilo. Donc, on a déjà nos ressources dont ils disposent, et on leur dit maintenant que pour encore remettre
partie dans la caisse de l'État, on leur permet on réduit cela. Donc de tout ce qui a été fait, le quitus, moi je suis d'accord qu'on le maintienne, mais la réduction de cette caution, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pas ces 50 millions que UPR, BR ou encore les démocrates, parce que c'est de ces trois partis politiques, on pourra avoir des candidats pour 2026, donc qu'on leur permette, alors qu'ils bénéficient déjà de financement. Et de financement des appuis de l'État pour fonctionner, et qu'on leur dise, non, mais on vous réduit pour que vous puissiez aller aux élections. Ce n'est pas ce qui bloque cette partie-là aujourd'hui, ou bien leur candidat pour les élections, pas du tout. Alors qu'est-ce qui bloque? Non, mais ce qui bloque, c'est qu'on enlève, qu'on permette, ça a été suffisamment dit, c'est le taux de 10%, c'est qu'il fallait enlever, je crois, et pour le parrainage. Voilà, donc les 20%. Voilà, non, pour le parrainage, quand on demande que pour être candidat, il faut forcément être pour parrainer. Justement. Donc, c'est cette condition, on demandait à nos représentants, à l'Assemblée nationale, d'exclure donc du code électoral pour que tous les candidats, tous ceux qui voudraient, qui sont quand même, qui ont cette possibilité, qui ont cette capacité, qui ont cette carrure-là d'aller à l'élection, qu'ils soient sur le même pied d'égalité. Donc, on voudrait que les gens soient sur le même pied d'égalité. C'est ce qu'on a demandé, mais et malheureusement, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Alors, une dernière question rapidement pour terminer. Si la Cour amendait cette proposition, cette modification, est-ce que vous pensez sincèrement que nous allons encore une fois assister à une dixième législature monocolore? Rapidement pour terminer. Ben, c'est bien possible, c'est bien possible quand ça dépendra en son temps des rapports de force qui seront mis en place. Moi, je le dis, le contexte dans lequel nous sommes, le défi pour un parti politique d'opposition aujourd'hui, ce n'est pas seulement de travailler, de dire j'irai aux élections, c'est-à-dire qu'ils iront aux élections et de remporter les élections. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est de travailler à ce que, non seulement qu'ils aient la majorité de leur côté, s'ils travaillent réellement à cela pour aller aux élections, mais surtout lorsque ils gagneraient, que leur victoire ne soit pas volée. C'est ça le défi donc, des partis ou du parti d'opposition qui est là, qui est en mesure d'aller à ces élections. Et donc, si rien n'est fait dans ce sens-là, ce n'est pas exclu que nous ayons également un Parlement monocolore en 2026. De toute façon, ça ne gênerait pas Patrice Talon, qui lui a déjà ces deux partis politiques et pense qu'avec ces deux-là déjà que nous sommes déjà en plein dans un système partisan et avec ses soutiens qui est déjà cousu d'éthique et de morale. Or, c'est tout le contraire de ce que nous avons voulu pouvoir faire parce que nous sommes quand même dans une démocratie pluraliste. Et quand on parle du pluralisme, il faut que les gens comprennent également qu'une élection, dans un régime également, doit être une élection pluraliste. Et pour cela, on ne doit pas mettre des mesures pour limiter ou pour empêcher des gens d'aller aux élections. Le fait est que cela passe quelque part aussi, je dirais que c'est la différence des partis politiques, mais mieux aussi c'est peut-être l'indifférence et la résignation des populations. Et malheureusement, c'est ça qui fait le lien à tout. De toutes les façons, et 2026, pour ce qui va se passer, ça va être un rendez-vous à haut risque. Et avec ce rendez-vous, je crois que de toutes les façons, pour conclure rapidement, personne, en tout cas, il pourrait ne pas y avoir vraiment de gagnant dans ce jeu, dans ce qui va se faire en 2026. Gildas Agoton, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, c'est moi. Et avec tout le plaisir que prochainement, toutes les fois que vous m'invitez, que moi je serai là. On l'espère bien. Fidèle internaute de Guérita TV Monde, pour ce numéro de votre émission La Position, c'en est la fin. On a reçu pour vous Gildas
Agboton, il est analyste politologue. Merci d'avoir été des nôtres. On a parlé de modification du code électoral. On peut rendre vous pour un autre numéro de cette émission la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.